Merci, pardon. Merci beaucoup, professeur Ednaoui, pour votre introduction et merci aux organisateurs de m'avoir invité aujourd'hui pour parler d'un sujet qui est rencontré fréquemment en anatomie pathologique, qui est les granulomatoses. Pardon. Alors, quand on parle de granulomatose, en fait, pour nous, les anapathes, ça revient à parler de l'inflammation granulomateuse, qui est donc une inflammation chronique qui va être caractérisée par la présence d'un granulome inflammatoire. Un granulome inflammatoire, eh bien, c'est un ensemble de cellules inflammatoires qui vont venir se disposer géographiquement dans un tissu et la particularité de cette inflammation granulomateuse, c'est qu'elle a une composition particulière. Elle est composée par les fameuses cellules épithélioïdes et les cellules géantes. Alors, l'inflammation granulomateuse connaît de nombreuses étiologies qui sont très variées, qui vont aller de l'infection, bien entendu, à la pathologie auto-immune, au cancer parfois. Et c'est pour ça que ça va poser un vrai challenge pour le pathologiste, dont le rôle est d'abord de reconnaître cette inflammation granulomateuse, mais ça va être facile, c'est le petit follicule avec les cellules épithélioïdes, et surtout d'essayer de vous orienter, vous les cliniciens, vers une étiologie. Alors en général, on va essayer d'avoir deux grands tiroirs, soit tumoral, soit non tumoral, et si ce n'est pas tumoral, à ce moment-là, essayez de vous aider le plus possible pour arriver au diagnostic. Alors, très brièvement, je vais parler donc de la pathogénie, mais vraiment brièvement parce que si on devait rentrer dans les détails, on y passerait la journée. Donc l'inflammation en général, c'est une réponse de l'organisme à une agression, quelle que soit sa nature. Vraiment quelle qu'en soit la nature, et qui, dans le cas de l'inflammation granulomateuse, les moyens de défense de l'organisme sont incapables de nous débarrasser de l'agent agresseur, par exemple dans la tuberculose, le BK, dont nos cellules immunitaires n'arrivent pas à nous débarrasser. Dans ce cas-là, donc, la réponse aiguë, immédiate, au moment de l'introduction de l'agression est mise à défaut. Et donc, dans ce cas-là, il va y avoir un ensemble de réactions. Une réponse à médiation cellulaire qui va permettre d'amener les macrophages sur place, qui vont phagocyter l'agent pathogène, le présenter aux lymphocytes T qui vont se mettre à sécréter des cytokines, et cet agent pathogène va être séquestré dans les macrophages. Cela va avoir un effet inducteur, auto-inducteur de recrutement des macrophages qui vont venir se mettre en place et qui vont adopter cet aspect d'inflammation granulomateuse et former le granulome. Alors, les granulomes, à quoi ça ressemble? Alors, j'ai trouvé cette image dans un très vieux bouquin, mais elle est toujours d'actualité. Alors, on a donc une couche de cellules épithélioïdes qui sont disposées en palissade autour d'un centre qui peut être nécrotique ou pas. On peut avoir de la nécrose au centre. Après les couches des cellules épithélioïdes, on a les cellules géantes en nombre variable. Et en général, on a une couronne lymphocytaire qui vient autour, avec, en fonction de l'âge du granulome, des fibroblastes qui vont être responsables de fibrose autour. Alors bien sûr, ça c'est un joli schéma, c'est pas toujours comme ça dans la vie de tous les jours. Donc voilà, ici on voit, en fait, ce sont des nodules avec les cellules épithélioïdes et les cellules géantes qui sont un petit peu mêlées ensemble, hein. Donc un, c'est les cellules épithélioïdes, deux, les cellules géantes, trois, la couronne lymphocytaire, et tous ces éléments peuvent être en quantité variable. Alors les cellules épithélioïdes, ce sont des cellules qui ressemblent aux cellules épithélioïdes, donc d'où leur nom. Elles ont alors j'ai pas de flèche, tant pis, mais elles ont ces noyaux qui sont un peu allongés, ce qu'on voit sur la grande photo, les noyaux un peu longs que les anapathes très schématiquement appellent en semelles de chaussures, un peu longues. Et elles ont des cytoplasmes roses, un peu éosinophiles. Elles n'ont pas de capacité de phagocytose, elles dérivent des monocytes, mais elles vont sécréter les enzymes et les médiateurs qui vont recruter les autres cellules inflammatoires. Et puis on a les cellules géantes qui sont aussi des cellules épithélioïdes qui vont fusionner, en fait. Il y a une fusion des cytoplasmes sans division nucléaire, hein. Et donc on a plusieurs noyaux, et en fait on a plusieurs types histologiques, et on a longtemps cru
qu'en fonction de l'aspect de la cellule géante, on pouvait plus ou moins remonter à l'étiologie, ce qui est pas toujours juste, mais en général, les cellules géantes de type Langan, celles qu'on voit en haut de l'écran, elles ont des noyaux qui sont disposés pardon, en périphérie du cytoplasme, en fer à cheval. On les voit par exemple dans la tuberculose, beaucoup. Les cellules géantes de type Muller ou qui ont des noyaux un peu au centre, on va les voir dans les réactions à corps étranger par exemple, ou alors ce qu'on voit en bas, les cellules géantes de type Touton, avec ces talos clairs qu'on voit autour des noyaux et qu'on voit par exemple dans les stéatonécroses. Donc il y a une corrélation, mais elle n'est pas toujours évidente. Alors, ça, c'est tous les cadres étiologiques quand on n'en a pas devant un granulome, une inflammation granulomateuse. En fait, toutes ces étiologies sont possibles. Vous voyez, il y en a 1 million, donc c'est pas possible de pouvoir discriminer sur seulement la morphologie. Et c'est pour ça que l'inflammation granulomateuse ou le granulome, c'est un parfait exemple de confrontation anatomo-clinique. Hein. C'est vraiment l'exemple que nous enseignons à nos étudiants sur comment est-ce que l'anapathe, en fait, c'est pas une spécialité isolée du reste de la médecine. Elle doit un petit peu s'inclure dans la démarche clinique où les renseignements cliniques sont hyper importants. Les bilans paracliniques sont très importants et c'est ensemble qu'on va arriver à un diagnostic. Alors juste, j'ai pris quelques exemples pour vous illustrer mon propos. Par exemple, ici, c'est une tuberculose où on voit donc dès le faible grossissement, c'est nodulaire, il y a de la nécrose centrale, elle est épithélioïde. Alors, bien sûr, c'est pas toujours évident. L'aspect histologique même de la tuberculose, on peut en avoir plusieurs. Donc, au début, c'est un peu exsudatif. On a des infiltrats un peu gélatiniformes, translucides, avec beaucoup d'œdème. Hein, on ne reconnaît pas vraiment le granulome. Donc, ça, c'est pour les biopsies précoces. En général, on n'a pas ça. Sinon, on aurait été incapable toujours de vous faire le bon diagnostic. À la phase cellulaire, on a les cellules où le granulome se constitue. On peut avoir donc des aspects macroscopiques de miliaires, comme on voit un peu à gauche. Tuberculome, le gros point blanc qu'on voit au niveau du poumon. En haut à droite, on a un ganglion avec beaucoup de nécrose caséeuse, par exemple, ou un aspect de caverne qui a été vidé. C'est un petit peu la cavité qu'on voit au milieu du poumon sur l'image en bas à droite. Et c'est là où on va avoir les lésions beaucoup plus caractéristiques de granulome, avec toujours au centre cette zone un peu rose qui est la nécrose caséeuse, qui est un peu ce qu'on appelle craquelé acidophile, qui est facile à reconnaître pour les anapathes. Et puis, à un stade évolué, hein, lorsque la réaction s'est chronicisée, lorsqu'elle a duré dans le temps, on va avoir la réparation, qui dit réparation, fibrose, et on peut avoir, par exemple, des follicules un peu fibreux. Il n'y a plus de cellules épithélioïdes, mais c'est la fibrose qui vient enserrer la nécrose, et ça, c'est une forme de guérison. Alors, on peut s'aider, nous, les anapathes, à ce stade, par des colorations spéciales, comme la coloration de Dzill en haut, qui nous montre les espèces de petits bâtonnets roses qui sont les bacilles acido-alcoolo-résistants, donc on peut mettre en évidence, ou alors par une coloration à la fluorescente à l'oramine, aussi qui nous met en évidence les bâtonnets. Alors, bien entendu, la tuberculose n'est certainement pas la seule maladie infectieuse qui va entraîner la formation de granulomes. Hein. Il y a vraiment légion d'agents pathogènes qui vont entraîner des granulomes, notamment par exemple l'histoplasmose, où on peut avoir de la nécrose qui n'est pas vraiment caséeuse. Donc c'est un peu difficile de toujours relier l'inflammation granulomateuse à, par exemple, à une tuberculose. Et c'est là où on va beaucoup s'aider de la clinique. Alors, par exemple, vous voyez une image de lèpre tuberculoïde. Alors, c'est une localisation cutanée, bien entendu. Ça va nous aider. Et bien sûr, tous les renseignements que vous allez nous fournir. Un autre exemple que je cite, en raison donc de la fréquence sur les plateaux des anapathes, c'est la sarcoïdose, où là aussi, on va avoir une réaction granulomateuse à cellules géantes. Et là, on peut chercher des éléments qui peuvent nous orienter, comme par exemple ces calcifications qu'on peut trouver à l'intérieur des cellules géantes, comme les corps de Schumann, des espèces de calcifications concentriques. Si on trouve ça, c'est vraiment, il y a une forte probabilité
que ce soit une sarcoïdose ou les corps astéroïdes, comme on voit, donc d'où leur nom en forme d'étoile. Et en général, la sarcoïdose, comme on voit ici sur une image de poumon, on voit les alvéoles et au centre, dans le tissu interstitiel, on a un petit granulome avec des cellules épithélioïdes et des cellules géantes. Dans la sarcoïdose, on a de petits granulomes classiquement qui fusionnent, comme on voit aussi avec, par exemple, ici c'est un ganglion médiastinal, où on voit les granulomes qui fusionnent et qui sont petits. Alors bien entendu, ça, ce sont des éléments d'orientation, mais jamais on pourra affirmer ce diagnostic sur la morphologie seule. C'est vraiment de nous mettre tous ensemble avec les éléments cliniques et paracliniques pour arriver au diagnostic. Alors bien entendu, vous imaginez bien que on va avoir des problèmes de diagnostic différentiel. Par exemple, au niveau d'un poumon, on a un granulome sans nécrose, tuberculose, sarcoïdose, c'est vraiment le tableau clinique et votre bilan qui va permettre de faire la différence. Ou alors, par exemple, on peut, même dans les formes de miliaires, ici on voit 2 miliaires au niveau d'un poumon, on est donc dans les alvéoles pulmonaires et on voit quasiment la même image. À gauche, c'est une sarcoïdose, à droite, c'est une tuberculose. On a d'autres entités qui peuvent aussi donner ces images, hein, comme par exemple la pneumopathie d'hypersensibilité ici. Donc, dans le cas de cette PID, on jurerait que c'est une sarcoïdose, par exemple. Alors, après, on peut aussi s'aider par le contexte et par le siège. Alors, par exemple, on a un granulome tuberculoïde au niveau d'une villosité intestinale. On va quand même penser à la maladie de Crohn, surtout si on a d'autres signes histologiques et surtout cliniques qui vont avec. Les corps étrangers, il y en a un paquet qui peuvent donner donc des granulomes, donc aussi bien exogènes que endogènes, comme on peut voir ici, par exemple dans les pneumoconioses, dans la silicose ou dans l'asbestose. Et là aussi, ce sont bien. Alors, on peut mettre en évidence, on peut voir les corps étrangers parfois, comme ici, par exemple, les cristaux d'urate dans un tophus goutteux, les cristaux de cholestérol. Ça, c'est facile, on voit le corps étranger, il n'y a pas de problème. Mais bien entendu, là aussi, on va se reposer sur ce que vous allez nous donner comme renseignement clinique pour pouvoir avancer ensemble. Des cancers peuvent avoir une stroma-réaction où il y a des granulomes tuberculoïdes, et ça c'est classique. Alors par exemple, comme on voit à gauche, beaucoup les séminomes testiculaires, on a beaucoup des stromas granulomateux, épithélio-gigantocellulaires, la maladie de Hodgkin, donc à côté des cellules tumorales typiques, Ried-Sternberg, Hodgkin, etc., on peut avoir des granulomes, mais c'est pour ça que très souvent, vous entendez les anapathes vous demander, par exemple, lorsque vous faites une biopsie ganglionnaire, de ne pas la fragmenter ou de ne pas la couper en deux, ou donc d'essayer de ramener le ganglion en entier, parce que si on a à examiner qu'une partie du ganglion qui ne comporterait, par exemple, que le granulome, on pourrait très bien vous répondre faussement inflammation granulomateuse tuberculoïde, alors qu'on aurait raté les cellules tumorales qui seraient pas incluses dans le ganglion, et c'est pour ça qu'on aime bien avoir les prélèvements en entier pour pouvoir tout examiner. Alors, j'ai perdu ma présentation, mais c'est pas grave, j'en étais arrivé à la fin, pour vous dire que finalement, l'inflammation granulomateuse, c'est un aspect morphologique, avant tout en anapathe, qui à lui seul certainement ne permettra certainement pas d'arriver à un diagnostic final, et c'est vraiment de mettre toutes ces briques ensemble qui permettent le diagnostic, et c'est un formidable exemple de collaboration multidisciplinaire. Et comme je vous le disais, c'est l'exemple type que nous citons toujours à nos étudiants sur l'importance de mettre ensemble toutes les spécialités pour arriver à un diagnostic. Voilà, merci beaucoup pour votre attention.